À 2 heures du matin, mon demi-frère m'a enfoncé un tournevis dans l'épaule. J'ai senti la chaleur de mon propre sang couler le long de mon bras. Et pendant ce temps, j'entendais mes parents rire depuis le salon. La voix de ma mère disait « Tu es si dramatique ». J'étais tremblante, mon corps commençait à entrer en état de choc, mais j'ai réussi à envoyer un SOS de 3 lettres avant que tout ne devienne noir. Ce qui a suivi, des semaines plus tard, a pétrifié le tribunal. Le silence était total. Le visage du juge disait absolument tout. L'air dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Bordeaux était si lourd qu'on pouvait presque le toucher. Le silence était épais, pesant, chargé d'une tension que même les murs en bois sombre semblaient absorber. En face de moi, assis à la table des accusés, se trouvait Constant, mon demi-frère. Il arborait ce sourire narquois qu'il avait dû répéter des milliers de fois devant le miroir, ce sourire qui lui avait toujours permis de se sortir de tout. Il chuchotait avec son avocat commis d'office, un homme au costume bon marché qui semblait aussi fatigué que la salle d'audience elle-même. Pour Constant, ce n'était qu'un autre drame familial, une autre dispute qu'il allait gagner grâce à son charme et à ses mensonges. Il en était convaincu. Juste derrière lui, sur le premier banc, se trouvaient ma mère, Sylviane, et mon beau-père, Didier. Ils n'avaient pas l'air coupables, ni même inquiets. Non. Ils avaient l'air agacés. Agacés que je leur fasse perdre leur temps. Agacés que j'ai osé perturber leur vie bien rangée avec cette mise en scène. Je pouvais lire sur leur visage toute l'histoire qu'ils s'étaient racontée, j'étais la fille à problème, l'élément perturbateur, celle qui était trop sensible et trop dramatique. Eux, ils étaient les parents modèles, venus soutenir leur fils en or, leur petit génie incompris, contre les accusations hystériques de sa sœur. Je suis restée assise, droite comme un i. Mon tailleur pantalon était parfaitement repassé. Mes mains étaient jointes calmement sur mes genoux. Je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse. Juste un vide immense, froid. C'était comme si j'observais une scène de film à travers une vitre épaisse. Je les regardais, ces gens qui étaient censés être ma famille, et je ne reconnaissais personne. Ils me regardaient, mais ils ne me voyaient pas. Ils ne m'avaient jamais vu. L'avocat de Constant s'est levé. Sa voix était forte, presque agressive, comme pour compenser la faiblesse de son dossier. Il a commencé sa plaidoirie en parlant de moi. Il a parlé de mon caractère introverti, de mes difficultés à m'intégrer, de mes tendances à la dramatisation excessive. Il a utilisé des mots comme instabilité émotionnelle, recherche d'attention. Constant hochait la tête d'un air grave, comme s'il était la véritable victime. Ma mère a même sorti un mouchoir, tapotant le coin de son œil sec. C'était une performance pathétique. J'écoutais cette fiction, cette construction narrative qu'ils avaient bâtie pour se protéger, et je me sentais étrangement détachée. L'homme qu'ils décrivaient n'était pas moi. C'était un fantôme qu'ils avaient créé pour justifier leur propre cruauté. Avant de plonger dans les détails de cette journée et de tout ce qui m'a amené dans ce tribunal, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être là. Ces histoires sont intenses, et savoir que vous êtes là pour les écouter compte énormément. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale et nous soutient. Votre présence fait toute la différence. Maintenant, revenons au tribunal. L'avocat continuait son monologue, sa voix remplissant la salle. Ce n'est rien de plus qu'une querelle de famille qui a mal tourné, a-t-il lancé d'un ton qui se voulait conciliant. Une dispute entre frères et sœurs, amplifiée par une jeune femme qui, de toute évidence, souffre de problèmes psychologiques. Constant a souri. Il pensait vraiment que le scénario était écrit d'avance. Il pensait qu'ils allaient rentrer chez eux ce soir, célébrer leur victoire, et que j'allais retourner à Paris, vaincu et humilié, comme d'habitude. Il pensait connaître la fin de cette pièce. Mais il ne savait pas une chose essentielle. Il ne savait pas que je n'étais pas venue ici en tant que Bérénice, la fille silencieuse et dramatique. J'étais venue en tant qu'atout de haute sécurité de l'État français. Et la pièce qu'ils pensaient contrôler était sur le point de leur exploser au visage. Pour comprendre le silence glacial de cette salle d'audience, il faut remonter 2 semaines en arrière.
La réalité de ce qui s'est passé cette nuit-là est bien plus sordide que n'importe quelle fiction que leur avocat pourrait inventer. J'étais rentrée de Paris pour le week-end. Je vivais et travaillais à Paris depuis des années, mais je m'astreignais encore à ces visites familiales à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Par devoir. Par une lointaine, et stupide, lueur d'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, il me verrait. Il était 2 heures du matin. J'étais descendue à la cuisine pour me chercher un verre d'eau, espérant éviter tout le monde. Mais Constant était là. Assis dans la pénombre, une bouteille de vin rouge bon marché presque vide à ses côtés. L'air était lourd, empreint de l'odeur aigre de l'alcool et de l'échec. Son dernier projet de start-up, une idée absurde de livraison de chaussettes par drone venait de s'effondrer. Un autre investisseur, probablement un ami de Didier, avait retiré ses fonds. Il m'a vu et son regard s'est durci. Tiens, a-t-il marmonné, sa voix pâteuse. Voilà l'oiseau de mauvais augure. Tu es contente, hein? Tu jubiles. J'ai soupiré. Je n'avais ni la force ni l'envie de me lancer là-dedans. Constant, tu es ivre, ai-je dit calmement, en me dirigeant vers l'évier. Va te coucher. C'est ma tranquillité qui l'a fait exploser. Mon calme a toujours été un miroir pour son chaos. Il ne le supportait pas, je suis ivre? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu te prends pour qui, avec ton petit air supérieur? Tu crois que tu vaux mieux que moi avec ton petit boulot de merde à Paris? Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Tu n'es rien. Tu entends? Une petite fonctionnaire grise et ennuyeuse. C'est ton énergie négative qui fait tout foirer. Je n'ai pas répondu. J'ai rempli mon verre d'eau. J'ai appris il y a longtemps qu'argumenter avec lui était inutile. Et c'est là que j'ai entendu le son qui m'a vraiment brisé le cœur. Ce n'étaient pas les insultes de Constant. C'était le rire. Un rire étouffé, venant du salon. Ma mère, Sylviane, et mon beau-père, Didier, regardaient un film. Ils entendaient tout. Ils écoutaient la scène. Et ils s'en amusaient. Puis la voix de ma mère a retenti, faussement légère. Bérénice, arrête de le provoquer. Tu sais bien qu'il est sensible. Franchement, tu es si dramatique. Dramatique. Ce mot. Ce mot qu'ils utilisaient pour invalider chaque émotion, chaque injustice que j'avais jamais ressentie. Ce mot, lancé comme un bouclier pour protéger leur précieux fil de toute conséquence. Avant même que j'aie pu traiter l'insulte, Constant a bougé. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait la boîte à outils de Didier, laissée là après une réparation mineure. Constant a attrapé la première chose qu'il a vue. Un tournevis. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il s'est jeté sur moi. La douleur a été instantanée. Une douleur fulgurante, blanche, brûlante, qui a explosé dans mon épaule gauche. C'était si soudain, si irréel. J'ai reculé, mon verre d'eau s'écrasant au sol. J'ai porté ma main à mon épaule. Quand je l'ai retirée, elle était couverte de sang. Mon sang. Chaud et collant. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai regardé Constant, hébété. Son visage était déformé par la rage. Et derrière lui, dans l'encadrement de la porte du salon, ils étaient là. Sylviane et Didier. Ils ne couraient pas vers moi. Ils ne criaient pas. Ils me regardaient. Et j'ai entendu Didier glousser, un son étranglé, eh bien, ça, c'est ce qui s'appelle prendre les choses au sérieux. Regarde là, elle va appeler ses copines pour se plaindre. Il riait. Mon demi-frère venait de me poignarder, et mes parents riaient. Mon corps a commencé à trembler. Un choc. Le sol semblait tanguer sous mes pieds. Mais mon esprit entraîné, est devenu étrangement clair. Ma main tremblait, mais j'ai réussi à sortir mon téléphone de la poche de mon peignoir. Regarde, a ricané Constant, elle va prendre une photo pour son Instagram. J'ai ignoré le sang qui coulait. J'ai ignoré la douleur. J'ai ouvert une application cachée, une interface noire avec un seul champ de saisie. Mes doigts ont tapé 3 lettres. SOS. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis, mes jambes ont cédé. Le carrelage froid de la cuisine est venu à ma rencontre.
La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir, c'était la voix agacée de ma mère. Oh, pour l'amour du ciel. Maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. Il pensait que j'appelais à l'aide. Il ne savait pas que je venais de donner un ordre. Pour comprendre pourquoi il riait cette nuit-là, pourquoi l'idée que je sois gravement blessé leur semblait dramatique, plutôt que terrifiante, il faut remonter plus loin. Il faut comprendre la dynamique de cette famille. Il faut comprendre la place que j'y occupais. Ou plutôt, l'absence de place. Mon beau-père, Didier, était directeur d'une agence bancaire locale. Un homme de chiffres, fier de sa petite réussite de classe moyenne. Mais au fond de lui, il rêvait de grandeur. Et il avait projeté tous ses fantasmes de richesse et de génie des affaires sur Constant. Constant, avec ses idées de start-up plus ridicules les unes que les autres, était son projet. Didier vivait par procuration à travers les échecs flamboyants de Constant. Il finançait ses dettes, parlait de lui avec une fierté aveugle, convaincu que son beau-fils était le prochain Steve Jobs. Ma mère, Sylviane, était différente. Son obsession pour Constant était moins de l'admiration que de la survie. Constant était tout ce qui lui restait de son premier mariage désastreux. Il était la preuve vivante qu'elle n'avait pas tout raté. Admettre que Constant était un raté, un homme de 35 ans violent et paresseux, ce serait admettre qu'une partie de sa propre vie était un échec. Alors elle le protégeait. Elle le couvrait. Elle le défendait avec une férocité de lionne, non pas pour lui, mais pour elle. Et moi? J'étais Bérénice. La fille silencieuse. L'accident de parcours. J'étais la preuve vivante de sa propre erreur de jeunesse, conçue hors mariage avant qu'elle ne rencontre Didier. J'étais l'anomalie dans son tableau de famille parfaite. J'étais celle qui réussissait tranquillement, celle qui avait quitté la maison à 18 ans pour faire des études à Paris, celle qui avait obtenu un poste ennuyeux dans l'administration. Ma réussite silencieuse était un reproche permanent à l'échec bruyant de Constant. Je me souviens d'un soir, il y a quelques années. J'avais 25 ans. Je venais de recevoir ma première vraie paie de la DGSE. J'étais si fière. J'avais passé des mois à économiser. Pour le retour du week-end, j'avais acheté à Didier une bouteille d'Armagnac millésimée, une bouteille qui m'avait coûté près de 300 €. Je savais qu'il aimait ça. Je la lui ai tendue, le cœur battant. C'est pour toi, Didier. Pour te remercier enfin, de tout. Il l'a à peine regardé. Ah. C'est gentil, Bérénice. Il a posé la bouteille sur le buffet, sans même lire l'étiquette. Puis il s'est tourné vers Constant, qui était en train de bricoler un truc sur la table de la salle à manger. Regarde ça, Bérénice, s'est exclamé Didier, les yeux brillants. C'était une maquette. Un assemblage grotesque de boîtes en carton et de paille, censé représenter un prototype de bureau du futur. Constant a une idée de génie, a poursuivi Didier. Un espace de coworking modulaire. Ça, Bérénice, c'est l'avenir. Tu devrais prendre exemple sur ton frère. Un peu d'ambition. Constant m'a regardé par-dessus son œuvre en carton, un sourire suffisant aux lèvres. J'ai souri. Un sourire si faux qu'il m'a fait mal à la mâchoire. 300 € d'Armagnac ignorés pour une maquette en carton. Ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais décrocher la lune, ils ne la verraient même pas. Ils étaient trop occupés à admirer le reflet d'une ampoule dans une flaque d'eau. C'est à ce moment précis, en regardant cette bouteille d'Armagnac sur le buffet, que j'ai compris que je n'existerais jamais pour eux. Que ma valeur serait toujours invisible à leurs yeux. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti ce genre d'injustice écrasante dans votre propre famille, où vos efforts sont constamment ignorés au profit d'un enfant en or? Comment réagiriez-vous à un tel mépris? Dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous continué à essayer, ou auriez-vous abandonné bien avant moi? J'ai abandonné ce soir-là. J'ai arrêté de leur parler de mon travail. J'ai arrêté de partager mes succès, mes peurs, ma vie. Je les ai laissés croire que j'étais Bérénice, la petite secrétaire grise, la fonctionnaire ennuyeuse à Paris. C'était plus simple. C'était moins douloureux. Et la vérité était mon armure. La vérité était mon arme secrète.
Ce qu'ils appelaient « mon petit travail de bureau ennuyeux ». Si seulement ils avaient su. Ma vie à Paris était à des années-lumière de la petite comédie bourgeoise qui se jouait à Pessac. Quand je quittais Bordeaux, je n'allais pas dans un bureau anonyme pour trier des dossiers. Je prenais le TGV pour Paris, je passais 3 points de contrôle de sécurité armée, et j'entrais au siège de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Mon bureau était une salle sécurisée, connue sous le nom de SCIF. Pas de fenêtre. Pas de téléphone portable. L'air y était recyclé, et le seul son était le vrombissement constant des serveurs et le cliquetis de nos claviers. C'était un sanctuaire de données, un endroit où les secrets du monde venaient mourir ou naître. Je n'étais pas Bérénice la dramatique. J'étais analyste senior en cybermenaces. Mon travail consistait à regarder dans l'abîme numérique, à traquer des fantômes, à connecter des points invisibles pour empêcher des catastrophes bien réelles. Quelques jours seulement avant cette visite fatidique chez mes parents, j'étais dans ce SCIF, debout devant mon directeur, Grégoire Blanchard. Blanchard était un homme qui faisait bégayer les ministres. Il avait des yeux gris acier qui semblaient lire directement à travers vous. L'écran principal de la salle affichait une carte complexe de flux de données. Ce n'est pas un simple rançongiciel, directeur, dis-je, ma voix calme et assurée. Leur signature de code est trop propre. Ils n'ont demandé aucune rançon. Ils ne volent pas d'argent. Ils ciblent spécifiquement les vannes de contrôle du réseau énergétique du Sud-Est. Les simulations que nous avons lancées montrent qu'ils essaient de provoquer une surcharge en cascade. Blanchard m'a fixé, ses mains jointes. Une attaque étatique? Oui, monsieur, ai-je confirmé. Les marqueurs de code et l'infrastructure de commandement pointent vers un groupe que nous suivons depuis 6 mois. C'est une attaque étatique déguisée en acte de cybercriminalité. Je soupçonne une tentative de déstabilisation avant les négociations commerciales de la semaine prochaine. Le silence s'est installé. La vie de millions de gens, électricité, hôpitaux, transport dépendait de mon analyse. Quelle est votre recommandation, Bérénice? Ils testent nos défenses. Je recommande de ne pas les bloquer tout de suite. Je recommande d'isoler le segment qu'ils attaquent, de les nourrir de fausses données pour les garder actifs, tout en lançant une contre-offensive sur leur serveur de commandement. Et je recommande de passer le niveau de menace nationale en écarlate. Passer en écarlate était une décision majeure. Cela mobilisait des ressources incroyables. Blanchard m'a dévisagé pendant 10 longues secondes. Il n'a pas tapoté ma tête. Il n'a pas dit que mon travail était gentil. Il a dit, vous en êtes certaine, Bérénice? J'ai soutenu son regard. J'en suis certaine à 95%. Il a hoché la tête. Un seul hochement. Exécuté. Un seul mot. Un seul mot qui contenait plus de confiance et de respect que tout ce que Didier m'avait donné en 30 ans de vie. Je suis retourné à mon poste et j'ai commencé à diriger l'opération. Quelques heures plus tard, nous avions non seulement repoussé l'attaque, mais nous avions aussi identifié et neutralisé leur infrastructure principale. J'ai quitté le SCIF à 5 heures du matin, l'adrénaline s'estompant pour laisser place à une fatigue écrasante. J'ai pris une douche rapide, dormi 3 heures, puis j'ai pris le TGV pour Bordeaux pour passer le week-end en famille. Je suis passé d'un monde où mes analyses protégeaient des infrastructures nationales à un monde où j'étais dramatique, parce que je ne voulais pas participer à une dispute d'ivrogne. Vous comprenez, maintenant? Dans mon monde, dramatique était un mot qui pouvait coûter des vies. À la maison, c'était le mot qu'ils utilisaient quand j'avais des émotions. Et ces deux mondes, si soigneusement séparés, étaient sur le point d'entrer en collision de la manière la plus violente qui soit. Quand j'ai repris conscience, la première chose que j'ai sentie, c'est l'odeur. Cette odeur stérile, chimique et indéfinissable d'antiseptique et de drap trop lavé. L'hôpital. Un bip régulier résonnait à ma droite. J'ai ouvert les yeux. La lumière était blanche, agressive. Mon épaule me lançait une douleur sourde et profonde. Puis je les ai vus. Sylviane et Didier. Assis près de mon lit. Leurs visages étaient des masques. Des masques d'inquiétude parfaitement ajustés, comme ceux qu'on voit dans les mauvais téléfilms. Oh, Bérénice, mon Dieu, tu nous as fait si peur, a roucoulé Sylviane, se penchant vers moi.
Sa main a effleuré mon bras, mais son contact était froid. Didier hochait la tête, l'air grave. Tu as repris connaissance. C'est bien. Les médecins ont dit que tu avais perdu pas mal de sang. J'ai essayé de parler. Ma gorge était sèche. Constant? Ai-je réussi à articuler? Le visage de ma mère s'est figé une fraction de seconde, avant de se recomposer en un sourire triste et compréhensif. Oh, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix baissant d'un ton, comme si elle s'adressait à une enfant. Tu as du mal te souvenir. Il était tard, tu étais fatigué. Elle a jeté un regard à Didier, qui a pris le relais. C'est ça, Bérénice. Tu es descendu, tu as dû glisser sur le carrelage mouillé près de l'évier. Tu es tombé sur la boîte à outils. C'est un terrible accident. Je les ai regardés. Un accident. Ils avaient déjà leur histoire. Ils avaient passé les dernières heures à la répéter, à la peaufiner, à se convaincre même de sa véracité. Constant est dévasté, a ajouté Sylviane, ses yeux sont brouillants, sans larmes, j'ai remarqué. Il s'en veut tellement. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû ranger cette boîte à outils. Il est inconsolable, le pauvre. Le pauvre. Je les ai regardés, allongés sur ce lit d'hôpital, avec un trou dans l'épaule et leurs mensonges bourdonnant dans mes oreilles. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Une partie de moi, la petite fille de 10 ans qui voulait désespérément leur plaire, voulait les croire. Elle voulait croire que c'était un accident. Elle voulait croire que Constant était désolé et que mes parents étaient inquiets. Ce serait tellement plus simple. Tellement moins douloureux. Maman. Ai-je commencé, ma voix brisée. Et c'est là que je l'ai vue. Juste un instant. Alors qu'elle se penchait, son masque d'inquiétude a glissé. Sous le chagrin de façade, j'ai vu son vrai visage. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'agacement. De l'impatience. J'étais un problème. Ma blessure était un inconvénient. Je dérangeais son tableau de famille parfaite. J'étais un grain de sable dans l'engrenage de sa vie confortable. Et ce regard-là, ce regard a tout tué. La petite fille de 10 ans à l'intérieur de moi est morte sur ce lit d'hôpital. La douleur dans mon épaule n'était rien comparée à la glace qui venait de se former dans ma poitrine. C'était fini. Définitivement fini. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une inspiration. J'ai cessé d'être leur fille. Je suis devenue l'analyste Bérénice. Je suis fatiguée et je murmurais. Oui, bien sûr, ma chérie. Repose-toi, a dit Sylviane, soulagée que la confrontation soit terminée. Nous allons chercher Constant et nous reviendrons te voir ce soir. Dès que la porte de la chambre s'est refermée, j'ai rouvert les yeux. J'ai attrapé le téléphone de l'hôpital sur la table de nuit. Mon bras valide tremblait à cause de l'effort. Je n'ai pas appelé la police de Bordeaux. Ils connaissaient Didier. Ils auraient cru à l'accident. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Une ligne directe à Paris. Une voix neutre a répondu après une seule sonnerie. Sécurité. Ma voix était stable. Froide. Dénuée de toute émotion. Ici, analyste Bérénice, matricule 9 Delta, Alpha. J'active le protocole d'urgence niveau 4, section agression sur agent. Il y a eu un silence de 3 secondes à l'autre bout du fil. Puis, la voix est devenue incroyablement efficace. Protocole 4 confirmé, analyste. Votre localisation est tracée au CHU de Bordeaux. Une équipe d'extraction est-elle nécessaire? Négatif, ai-je dit. Mais je demande une assistance juridique immédiate. L'agresseur est civil, membre de ma famille. Il y a une tentative active de dissimulation. Compris, analyste. Une avocate du service juridique sera à Bordeaux dans 3 heures. Ne parlez à personne. N'acceptez aucune visite. Une surveillance locale est mise en place immédiatement. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. Le jeu était terminé. Désormais, nous allions jouer selon mes règles. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai été transféré dans une clinique privée sécurisée, sous un faux nom.
Les gens de mon service sont efficaces. Maître Aliénor Rocher, l'avocate de la DGSE, était arrivée comme promis. Elle était tout ce que ma mère n'était pas, précise, logique, et totalement dépourvue de sentimentalité. Elle a recueilli ma déposition, examiné le rapport du médecin légiste qu'elle avait fait mander. Tout était en ordre. Pendant ce temps, à Pessac, ma famille commençait à paniquer. J'avais disparu de l'hôpital public. Je ne répondais plus à leurs appels. Leur histoire d'accident commençait à prendre l'eau, et ils n'avaient plus la main mise sur le récit. Ils devaient reprendre le contrôle. Et c'est là que Sylviane a commis l'erreur de sa vie. Elle et Constant ont décidé qu'il fallait me discréditer. Puisque je n'étais pas là pour jouer la victime repentante, ils allaient prouver que j'étais folle. Ils devaient protéger leur histoire. Ma mère, pensant que je travaillais dans un bureau administratif quelconque, a fait ce que n'importe quelle mère, inquiète, ferait. Elle a décidé d'appeler mon employeur. Elle a dû fouiller dans mes vieux papiers pour trouver un numéro. Elle a trouvé un ancien bulletin de paie, avec un numéro de standard pour l'administration centrale à Paris. Elle ne savait pas que ce numéro de standard aboutissait directement à un service de filtrage de la sécurité intérieure de la DGSE. Maître Rocher m'a fait écouter l'enregistrement quelques jours plus tard. La voix de ma mère était méconnaissable. Pleurarde, hystérique, jouant la comédie de sa vie. Allô, le service du personnel, a-t-elle commencé, la voix tremblante de faux sanglots. Je suis Sylviane. La mère de Bérénice. Je suis tellement inquiète pour elle. L'opérateur, formé à gérer ce genre de situation, a répondu d'une voix neutre. En quoi puis-je vous aider, madame? C'est ma fille. Bérénice, a-t-elle pleurniché. Elle n'est pas bien. Vraiment pas bien. Elle a des problèmes psychologiques. Elle invente des histoires très graves. Quel genre d'histoire, madame? Elle dit que son frère l'a attaquée, a dit Sylviane, sa voix se brisant au bon moment. Mais c'est faux. C'était un accident. Elle est tombée. Et maintenant, elle nous accuse, elle a disparu. Je pense qu'elle est en pleine crise paranoïaque. Je pense qu'elle a besoin d'aide. D'une évaluation psychiatrique. Je vous appelle en tant que sa mère. Je pense que vous devriez, peut-être la mettre en congé forcé, pour sa propre sécurité. L'opérateur est resté calme. Je vois, madame. Vous dites donc que l'analyste Bérénice, que Bérénice, invente des histoires et est mentalement instable? Oui. Oui, c'est exactement ça, s'est exclamée Sylviane, soulagée d'être enfin comprise. Elle est si dramatique, elle a toujours été comme ça. Vous devez faire quelque chose. Je vous remercie de votre appel, madame. Nous allons prendre les mesures appropriées. Votre signalement est enregistré. L'appel s'est terminé. Sylviane a dû raccrocher en se sentant incroyablement maligne. Elle avait posé les bases de sa défense. La pauvre Bérénice instable. Maître Rocher a arrêté l'enregistrement. Elle m'a regardé, un très léger sourire au coin des lèvres. Elle pense avoir appelé les ressources humaines, a-t-elle dit. En réalité, elle vient d'appeler le service de contre-ingérence. Elle a tapoté sur le dossier posé devant elle. Ceci, Bérénice, n'est plus une simple agression. C'est désormais classé comme une tentative d'influence et de harcèlement sur un agent de haute sécurité en fonction. Elle vient de fournir à l'accusation une preuve en or, sur un plateau d'argent. Ma mère pensait qu'elle était en train d'enterrer ma crédibilité. Elle venait de s'enterrer elle-même. Les 2 semaines suivantes ont été une leçon de stratégie. J'ai été mise en congé officiel, non pas pour instabilité, mais pour convalescence suite à une agression. Mon service ne plaisantait pas avec la sécurité de ses agents, même contre leur propre famille. Maître Aliénor Rocher n'était pas une avocate ordinaire. Elle ne travaillait pas dans un cabinet chic avec des plantes vertes. Son bureau était au cœur de la forteresse de la DGSE, un endroit où les mots « drame familial » n'existaient pas. Il n'y avait que des menaces, des actifs et des procédures. Elle n'était pas là pour me tenir la main ou m'offrir du thé. Elle était là pour gagner. Bérénice, m'a-t-elle dit lors de notre 2e rencontre, nous avons 2 objectifs.
Le premier est votre sécurité. Le second est la neutralisation de la menace. Dans ce cas, la menace est votre famille. Elle parlait d'eux comme je parlais d'un groupe de hackers. C'était clinique. C'était parfait. Votre famille a engagé un avocat local, a-t-elle poursuivi, en consultant sa tablette. Un certain maître Dubois. Spécialisé dans les divorces et les litiges de voisinage. Il va plaider le drame familial. Il va essayer de vous salir, de vous peindre comme la méchante, l'hystérique. C'est leur seule stratégie. J'ai hoché la tête. C'est l'histoire de ma vie. Peut-être, a-t-elle rétorqué, sans lever les yeux. Mais cette fois, ils n'apportent pas leurs mensonges dans une dispute de cuisine. Ils les apportent dans une procédure fédérale. Et nous n'apportons pas d'émotions. Nous apportons des faits. Elle a fait glisser 3 dossiers sur la table. Dossier 1, le rapport d'incident 77 Delta. Il contient l'horodatage exact de votre appel SOS, votre géolocalisation GPS au mètre près, et la transcription de votre appel au service de sécurité. Il atteste qu'un protocole d'urgence de niveau 4 a été déclenché. Elle a poussé le deuxième dossier. Dossier 2, le rapport de l'équipe d'extraction et du médecin tactique qui vous a pris en charge à l'hôpital. Il décrit précisément la blessure, plaie par perforation, 3 cm de profondeur, compatible avec un tournevis cruciforme. Il contient des photos. Il contient votre taux d'alcoolémie, 0.0. Il contient le témoignage de l'infirmière de garde qui a entendu votre mère et votre beau-père parler d'une chute avant même que vous ne soyez réveillés. Elle a souri. Un sourire froid, précis, comme un scalpel. Et le dossier 3. Mon préféré. Elle a tapoté le dernier dossier. L'enregistrement complet de l'appel de votre mère, Sylviane, au standard de la DGSE. Avec une analyse vocale confirmant l'identité et une transcription certifiée. Nous l'avons classé sous tentative d'obstruction et de désinformation. C'est un délit fédéral. Je suis restée silencieuse. C'était tellement propre. Votre famille va venir au tribunal armée d'anecdotes sur votre enfance et de mensonges sur votre état mental, a dit Maître Rocher en se levant. Ils amènent un couteau de cuisine à une fusillade. Nous n'allons pas jouer leur jeu. Nous n'allons pas nous défendre contre leurs accusations. Nous allons simplement présenter les faits. Et les faits, Bérénice, sont de notre côté. Elle m'a regardée. Vous êtes prête pour ça? J'ai pensé à ma mère me disant que j'étais dramatique. J'ai pensé à Didier ignorant ma bouteille d'Armagnac. J'ai pensé au rire de Constant juste avant que je ne m'évanouisse. Oui, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Je suis prête. Bien, a-t-elle répondu. Parce que nous n'allons pas seulement demander une ordonnance restrictive. Nous allons faire en sorte qu'il n'oublie jamais cette journée. Ma famille préparait ses mensonges. Moi, je préparais mes documents déclassifiés. La bataille n'allait pas avoir lieu sur leur terrain. Elle allait avoir lieu sur le mien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Retour au tribunal de Bordeaux. La salle était chaude, l'air vicié. L'avocat de Constant, Maître Dubois, venait de terminer sa tirade. Il s'est rassis, l'air satisfait de lui, essuyant son front avec un mouchoir. Il avait brossé un portrait de moi en sorcière moderne, une fille jalouse et mentalement fragile, prête à tout pour détruire son pauvre frère, au futur si prometteur. Constant jouait le jeu, la tête basse, l'air accablé par le chagrin. Le juge, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par des décennies de drames humains, a soupiré. Il semblait fatigué. Pour lui, ce n'était qu'une autre famille dysfonctionnelle lavant son linge sale en public. Il s'est tourné vers notre table. Maître Rocher, a-t-il dit d'une voix lasse. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce tableau? Maître Aliénor Rocher s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait de grands gestes. Elle a simplement rayonné d'une autorité qui a immédiatement capté l'attention de la salle. Merci, monsieur le juge, a-t-elle dit, sa voix claire et tranchante.
Nous n'avons pas grand-chose à dire. Les mots de mon contradicteur sont colorés. Nous préférons nous en tenir aux faits. C'est pourquoi nous ne présenterons aucun témoin. L'avocat de Constant a eu un petit rire suffisant. Pas de témoin. L'affaire était dans la poche. Nous souhaitons simplement, a poursuivi Maître Rocher, verser au dossier une seule pièce. Le rapport d'incident 77 Delta, ainsi que ses annexes. Elle s'est avancée et a déposé un épais classeur relié sur le bureau du juge. Il n'était pas comme les autres dossiers. Il était relié en noir et portait un sceau rouge vif. Sur la couverture, en lettres capitales, on pouvait lire Ministère des Armées, Direction Générale de la Sécurité Extérieure confidentielle déclassifiée. Le silence dans la salle d'audience est devenu assourdissant. Maître Dubois a bondi de sa chaise. Objection. Monsieur le juge. C'est absurde. Quel est le rapport? C'est une tentative d'intimidation. C'est une affaire de famille privée. Le ministère des Armées n'a rien à voir là-dedans. Le juge n'écoutait pas. Il fixait le sceau sur le classeur. Sa lassitude avait disparu, remplacée par une curiosité intense et prudente. Il a levé les yeux vers Maître Rocher. Ministère des Armées, maître, a-t-il demandé, sa voix soudainement beaucoup moins fatiguée. En effet, monsieur le juge. Ma cliente, Bérénice, n'est pas, comme l'a si éloquemment dit mon confrère, une petite fonctionnaire instable. Elle est analyste senior au sein de la DGSE. Et ce dossier concerne une agression directe sur sa personne, ayant entraîné l'activation d'un protocole d'urgence de niveau fédéral. Constant a cessé de jouer la comédie. Il a regardé Didier, l'air perdu. Didier était livide. DGSE, a-t-il murmuré, assez fort pour que je l'entende. Le juge a tapoté le dossier. Votre objection est notée, Maître Dubois. Et elle est rejetée. Je suis soudain très curieux de savoir pourquoi le ministère des Armées s'intéresse à votre affaire de famille. Point. Maître Dubois s'est rassis, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Le juge a brisé le sceau rouge. Il a ouvert le classeur. La salle entière semblait retenir son souffle. Les seules choses qu'on entendait étaient le bruissement du papier tourné par le juge et le bourdonnement lointain de la climatisation. J'ai observé son visage. Je suis analyste. Mon travail est de lire les signaux faibles. Au début, ses sourcils se sont froncés, la confusion. Puis, ils se sont haussés très haut, la surprise. Il a lu la transcription de mon appel, SOS. Puis il a lu le rapport du médecin tactique. Ses lèvres se sont pincées, devenant une ligne fine et dure, la colère. Il a tourné une autre page, et il est devenu pâle. Il venait de lire l'analyse de l'appel de ma mère, Sylviane. Il a lu pendant ce qui a semblé être une éternité. 5 minutes. 10 minutes. Quand il a finalement refermé le dossier, le son a claqué comme un coup de feu dans le silence. Il a enlevé ses lunettes. Il s'est frotté l'arête du nez. Puis il a posé ses mains à plat sur le bureau et a levé les yeux. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé Constant. Il a regardé Sylviane. Il a regardé Didier. Et pour la première fois, ce n'était pas de la pitié ou du mépris que je voyais dans le regard d'une figure d'autorité envers ma famille. C'était un dégoût froid et absolu. Le juge a remis ses lunettes. Il s'est penché vers son microphone. Le léger sifflement de l'amplification a fait sursauter tout le monde. Quand il a parlé, sa voix n'était plus lasse. Elle était tranchante comme du granit. Maître Dubois, a-t-il commencé, sans regarder l'avocat. Il s'adressait à Constant, Sylviane et Didier. Vous avez passé la dernière demi-heure à brosser le portrait d'une jeune femme, instable, dramatique et en quête d'attention, point. Il a tapoté le dossier noir. Ce rapport raconte une histoire très différente. Il s'est tourné vers Maître Dubois, ses yeux brillants de fureur. Vous dites que votre client est un entrepreneur dynamique et que la plaignante est psychologiquement fragile? Ce rapport stipule que la plaignante, l'analyste Bérénice, est un agent de niveau 4 de la DGSE. Un agent dont les évaluations psychologiques, jointes ici, la qualifient de remarquablement stable et résiliente, point. Sylviane a émis un petit son étranglé.
DGSE. Non, c'est une erreur, elle fait des papiers. Le juge l'a ignoré. Son regard s'est posé sur Constant. Ce rapport stipule qu'à 2h05 du matin, un protocole d'urgence de niveau 4 a été activé. Que l'équipe d'extraction a trouvé la plaignante semi-consciente dans une mare de sang, souffrant d'une plaie par perforation de 3 cm à l'épaule gauche, compatible avec un tournevis cruciforme. Constant était blanc comme un linge. Il regardait Didier, mais Didier ne le regardait pas. Didier, l'homme de chiffres, le directeur de banque, me regardait fixement. Il n'essayait plus de comprendre. Il venait de comprendre. Il venait de comprendre que son monde, construit sur le génie de Constant, était un château de cartes. Et le vent venait de se lever. Vous dites qu'il s'agit d'un accident, d'une chute, a poursuivi le juge, sa voix montant d'un cran. Mais ce rapport contient le témoignage des infirmières du CHU, qui affirment que il a pointé Didier et Sylviane, avaient tenté d'imposer la version de l'accident avant même que la victime ne soit réveillée. Didier a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Mais ce n'est pas le pire, a dit le juge, sa voix devenant glaciale. Ce qui est le plus dérangeant, c'est l'annexe C. Sylviane a commencé à trembler. L'annexe C, a dit le juge, est la transcription d'un appel passé par vous, Madame Sylviane, au service de sécurité de l'employeur de votre fille. Un appel dans lequel vous tentez de la faire passer pour folle. Un appel où vous mentez délibérément, dans le but de discréditer un agent de l'État et, je cite, de la faire interner. Le juge s'est levé. C'était un geste d'une puissance théâtrale absolue. Ce tribunal n'est pas un lieu pour les comédies familiales. Mais il n'est pas non plus un lieu pour l'obstruction à la justice et l'agression armée. Il a regardé Constant. Monsieur Constant. Votre petit jeu est terminé. Puis il a rendu sa décision. Chaque mot était un coup de marteau. Premièrement, j'émets une ordonnance restrictive permanente. Il vous est interdit d'approcher l'analyste Bérénice à moins de 500 mètres, de quelque manière que ce soit. Deuxièmement, j'accorde à la plaignante des dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique, dont le montant sera déterminé, mais je vous préviens qu'il sera exemplaire. Et troisièmement, a-t-il dit, en regardant Sylviane, Didier et Constant, ceci n'est plus une affaire civile. Compte tenu de la gravité de l'agression armée, des preuves de préméditation de la dissimulation, et de la tentative d'obstruction en contactant un service de sécurité fédéral, je transmets ce dossier complet au procureur de la République avec une recommandation formelle de poursuite pénale pour agression aggravée et obstruction à la justice. Le marteau est tombé. Le son a résonné dans un silence de mort. Constant s'est effondré sur sa chaise, le visage défait. Didier était figé, pétrifié. Mais c'est Sylviane qui a réagi. Le masque est tombé. La mère, inquiète, a disparu, remplacée par une furie. Non, a-t-elle crié. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon fils. Bérénice. Bérénice. Dis-leur. Dis-leur que tu as menti. C'est ta faute. Tu es dramatique. Elle a essayé de se précipiter vers moi. Mais Maître Rocher s'était déjà levé, formant une barrière calme entre moi et elle. 2 agents de sécurité du tribunal ont attrapé Sylviane par les bras. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je l'ai regardé se débattre, son vrai visage enfin exposé à la lumière crue du tribunal. J'ai simplement hoché la tête, une seule fois, en direction du juge. Il m'a rendu mon hochement de tête. Puis, je me suis levé, j'ai lissé mon tailleur, et j'ai quitté la salle d'audience sans un regard en arrière. Le monde de ma famille venait de s'effondrer. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. 1 an plus tard. La vie a une façon de continuer, mais elle ne continue jamais de la même manière. L'écho de cette salle d'audience s'est estompé, remplacé par le bourdonnement quotidien de ma nouvelle vie. Je suis à Paris. Je suis dans mon bureau. Il a des fenêtres, celui-ci. Une vue imprenable sur la ville. Sur la porte, une nouvelle plaque, Bérénice, chef d'équipe, analyse des menaces asymétriques. J'ai été promu. Je dirige maintenant ma propre unité. La cicatrice sur mon épaule gauche est presque invisible,
une fine ligne argentée qui me picote quand il fait froid. Ce n'est pas un rappel de ma blessure. C'est un rappel de ma décision. Constant a été jugé au pénal. Il a pris 2 ans de prison avec sursis et une mise à l'épreuve très stricte, en grande partie grâce à un avocat coûteux que Didier a finalement payé en hypothéquant sa maison. Leur empire familial, construit sur des illusions et des prêts bancaires, s'est effondré. Didier a été rétrogradé à son agence pour mauvaise gestion financière personnelle. Ma nouvelle famille est ici. C'est mon équipe. Des gens brillants, cyniques, drôles, qui comprennent le poids de ce que nous faisons. Nous débattons avec passion. Nous nous respectons. Nous nous couvrons les uns les autres. Leur respect n'est pas basé sur le sang, mais sur la compétence. Il n'est pas donné, il est gagné. Et il est réel. Ce soir, je finis un rapport tard. Une notification apparaît sur mon ordinateur personnel. Un email. L'expéditeur me fait m'arrêter, Sylviane. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis 1 an. L'ordonnance restrictive est toujours en place. Je fixe l'objet de l'email. Juste quelques mots. La curiosité, plus que toute autre chose, me fait cliquer. C'est un long message. Un flot de conscience décousue, rempli d'apitoiements et d'excuses déguisées. Elle écrit sur la vie, ruinée, de Constant. Sur le fait qu'il est un bon garçon qui a fait une erreur. Elle écrit sur la façon dont Didier est brisé et déprimé. Elle écrit sur la façon dont il ne comprenait pas la pression que j'avais, comme si ma carrière était quelque chose qui leur était arrivé à eux. Je lis. Je lis encore. Je cherche un mot. Un seul mot. Je suis désolé. Il n'y est pas. Il n'y a que des justifications. Il n'y a que de la manipulation. Nous avons toujours été si fiers de toi, tu sais, écrit-elle. Le mensonge est si flagrant qu'il en est presque comique. Et puis, la dernière ligne, après tout ce temps, ne peux-tu pas trouver dans ton cœur un moyen de nous pardonner? Je relis cette phrase. Nous pardonner. Comme si la faute était partagée. Il y a 10 ans, cet email m'aurait brisé le cœur. Il y a 5 ans, il m'aurait rempli d'une rage impuissante. Il y a 2 ans, il m'aurait fait pleurer. Aujourd'hui, en lisant ces mots, je ne ressens rien. Absolument rien. C'est comme lire un rapport sur un incident lointain, un fichier de données corrompues. Je ne réponds pas. Je déplace calmement mon curseur sur l'email. Je clique sur Archiver. L'email disparaît. Je me retourne vers mon écran de travail sécurisé. La carte du monde clignote, un nouveau réseau de menaces émergent en Asie du Sud-Est. J'augmente le zoom. Mon esprit est déjà concentré, analysant les modèles. Le passé est un dossier classé. L'avenir est ma juridiction. Ma famille me voyait comme une note de bas de page dans leur propre histoire. Mais mon travail consiste à protéger les gens qui écrivent l'histoire. Ils ont finalement fait silence quand ils ont réalisé que j'étais l'une d'entre eux. Si vous aussi, vous avez dû utiliser votre voix professionnelle, votre compétence, ou simplement votre force intérieure pour faire taire les critiques et les détracteurs dans votre vie personnelle, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Dans cette communauté, votre expérience et votre expertise sont toujours reconnues. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien est notre plus grande force. À très bientôt.